On continue notre série de vidéos sur la CAN avec aujourd'hui une équipe qui a envie de rugir de nouveau, une sélection que je vois très bien performer lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je parle évidemment des Lions de la Teranga du Sénégal. Allez, let's go. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire et de lâcher le petit pouce bleu. Et si vous êtes sur mobile, YouTube a mis en place un système de boost. C'est totalement gratuit, ça vous prend 2 secondes et ça aide énormément pour le référencement. Merci beaucoup à ceux qui y penseront. On commence avec l'habituel récapitulatif des derniers résultats internationaux de l'équipe. Et le Sénégal, on voit que c'est une équipe qui aime la CAN. Si on nommait le petit pépin en 2023 avec la défaite en huitième de finale, on voit qu'en 2021 au Cameroun, le Sénégal a bien évidemment remporté la compétition et la CAN précédente en 2019 en Égypte, le Sénégal avait fait finaliste. Donc c'est une compétition qui réussit plutôt bien au Sénégal et qui peut avoir de grosses ambitions cette année au Maroc. Pour ce qui est du sélectionneur Paptio qui a pris en charge l'équipe le 2 octobre 2024, on est sur un sélectionneur qui a bien évidemment des résultats très positifs avec 16 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Et si on fait le traditionnel focus sur les points par match, on voit qu'on est sur un sélectionneur qui remporte en moyenne 2,43 points par match avec le Sénégal. Donc quand on compare avec les sélectionneurs récents, on voit que c'est un très haut total de points remportés par match. Alors il faut bien évidemment toujours remettre en contexte ces points et ces résultats, parce que forcément on est dans une période où le Sénégal a joué beaucoup de matchs d'éliminatoires contre des adversaires qui sont supposément plus faibles. Donc forcément le bilan est très positif et les points par match sont très hauts. C'est sûrement un bilan qui va se réduire avec la CAN et avec la prochaine Coupe du Monde, où là le Sénégal va affronter des adversaires beaucoup plus coriaces. Pour ce qui est des éliminatoires de cette CAN, ça s'est très bien passé pour le Sénégal avec 5 victoires, un match nul. Alors il faut quand même remettre en contexte que le premier match c'était un match nul contre le Burkina Faso, mais surtout quand on regarde le résultat et les buts marqués, on voit que le Sénégal a infligé très peu de corrections. Il y a 1-0 contre le Burundi, il y a un 4-0 contre le Malawi, mais sinon c'est 1-0 le match retour contre le Malawi, 1-0 le match retour contre le Burkina Faso et 2-0 le match retour contre le Burundi. Donc voilà des résultats très positifs comptablement, mais pas de grosses corrections infligées. Pour le focus individuel, on va essayer de faire ligne par ligne. On va donc commencer par le joueur que j'ai nommé le bouclier. C'est bien évidemment le gardien de cette équipe du Sénégal, Edouard Mendy, le gardien d'Al Ahly en Arabie Saoudite. Alors, Edouard Mendy, je pense que c'est forcément un joueur qui est beaucoup moins suivi en Europe depuis son départ en Arabie Saoudite. Mais il faut quand même noter que c'est un gardien qui excelle en Arabie Saoudite, qui a des très très bonnes performances sur sa ligne. Comme vous le voyez avec son analyse technique, dans les buts évités, le pourcentage d'arrêt, les clean sheets, c'est un gardien qui est très très performant sur sa ligne. Un peu moins dans le jeu long et dans le jeu de passe, mais voilà, sur sa ligne, c'est un gardien qui est encore au niveau dans une équipe comme le Sénégal et qui peut largement tenir sa place pour une CAN, donc c'est plutôt positif pour les Lions de la Teranga. Petite interlude pour vous annoncer que si vous appréciez la data, nous avons sorti notre propre plateforme de visualisation disponible à cette adresse. Vous avez accès gratuitement à absolument tout sur la Ligue 1 et quelques fonctionnalités sur les 5 grands championnats. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez différentes formules d'abonnement. C'est un gros projet pour nous, donc merci beaucoup à ceux qui donneront de la force. On enchaîne avec le rock et capitaine de cette sélection, Kalidou Koulibaly, le défenseur central d'Al Hilal, toujours en Arabie Saoudite. Alors il y a pas mal de débats forcément sur les joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite, est-ce qu'ils sont entre guillemets cramés. Pour le coup, quand on regarde les analyses techniques de Kalidou Koulibaly, on voit que c'est un défenseur qui est encore largement au niveau en Arabie Saoudite, qui allume en vert quasiment toutes les statistiques avancées, donc on est vraiment sur un défenseur central complet qui est encore au niveau. Et quand on regarde les statistiques physiques, bon, tout ce qui est statistiques de distance parcourue et tout, c'est pas très important pour un défenseur central. Moi, ce qui m'interpelle et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un défenseur central qui a encore une très belle vitesse de pointe. Donc là où on a souvent tendance à dire que les joueurs qui rejoignent l'Arabie Saoudite sont un peu cramés et est-ce qu'ils ont encore le niveau pour être titulaires dans une sélection, et ben on voit que Kalidou Koulibaly, c'est bien le rock de cette équipe du Sénégal et qu'il est encore largement au niveau pour répondre aux exigences d'une Coupe d'Afrique des Nations. Son compère en défense centrale, ce sera très probablement celui que j'ai nommé le pilier, Moussa Niakhaté, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais, qui s'est maintenant imposé comme un indéboulonnable dans l'effectif de Paptio. Et quand on regarde son analyse technique à Moussa Niakhaté, alors pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1, la première saison de Niakhaté avec l'Olympique Lyonnais, il a fallu digérer le très gros transfert de plus de 30 millions d'euros, qui était clairement surpayé via les magouilles de Textor et Nottingham, on va pas revenir dessus. Donc première saison assez difficile à digérer, mais pour le coup sur ce début de saison 25-26 avec l'Olympique Lyonnais, Moussa Niakhaté est vraiment monstrueux. Pour moi, je le mets dans mon top 5 des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, il n'y a pas photo. Et surtout, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que défensivement, c'est un rock dans le duel aérien. Il a eu des matchs à jouer face à Giroud, où il était vraiment impérial dans ce domaine. Mais ce que je trouve très intéressant avec Moussa Niakhaté, c'est qu'il a progressé dans l'utilisation du ballon, je trouve. Là où la première année, il était clairement pas en confiance et timoré de prendre le ballon, de casser des lignes par la passe ou de casser des lignes par la course, là on le voit de plus en plus régulièrement
régulièrement assumer ses responsabilités, oser prendre le ballon et monter pour casser des lignes, et ça c'est très intéressant, donc j'ai hâte de le voir avec cette équipe du Sénégal. Si on fait un petit point sur les analyses physiques, c'est pas très pertinent pour les défenseurs centraux, c'est quand même un défenseur central qui a une vitesse maximale tout à fait convenable, donc voilà, rien à signaler de particulier là-dessus, mais en tout cas j'ai très très hâte de voir la charnière Koulibaly-Niakhaté, parce que je pense que c'est l'une des meilleures de cette CAN. Sur le côté gauche de la défense, on aura très certainement celui que j'ai nommé le piston, El Hadji Malick Diouf, le latéral gauche de West Ham, qui est arrivé cet été en provenance du Slavia Prague. Alors forcément, quand on regarde les datas techniques de Diouf, on peut s'inquiéter un peu, on se dit oulala, c'est quand même assez moyen dans la globalité. Pareil, si on fait une analyse physique, il n'y a rien qui ressort vraiment en vert. Donc on peut s'alerter et se dire oulala, le joueur est peut-être pas au niveau. Mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il est arrivé cet été dans une équipe de West Ham qui a énormément de mal à exister. Et si je vous mets à l'écran sa comparaison entre les statistiques de cette saison et les statistiques de la saison dernière au Slavia Prague, bon, on voit clairement que c'est un joueur qui souffre par le contexte collectif, encore plus pour un profil comme ça de piston assez moderne qui aime se projeter. Forcément, quand tu joues dans une équipe qui a très peu le ballon et qui souffre, c'est compliqué d'exister statistiquement. Donc oui, à West Ham c'est compliqué, mais pour ceux qui l'avaient vu jouer au Slavia Prague, c'était un joueur qui était vraiment très 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 intéressant. Donc dans une équipe du Sénégal qui aura beaucoup plus le ballon, qui va être quasiment favorite sur l'ensemble de ses matchs joués en poule, et même en phase finale, c'est une équipe qui risque d'avoir le ballon, je pense que ça peut être un apport très intéressant pour Papthio, et je vais suivre de très près sa CAN, parce que je pense qu'il peut réaliser une très grande Coupe d'Afrique des Nations. Au milieu de terrain, on va retrouver un joueur que je surkiffe, je l'ai nommé la pépite, c'est Lamine Camara, le milieu central de l'AS Monaco. Voilà, j'étais déjà fan de ce joueur à l'époque du FC Metz, et je trouve que c'est un milieu qui sait tout faire, qui est capable de défendre, qui est capable de se projeter balle au pied, qui a une vraie qualité de passe dans le dernier tiers. Moi, je suis totalement amoureux de ce joueur, et c'est un peu dommage de voir Monaco souffrir, parce que je suis persuadé que dans une équipe qui serait beaucoup plus fluide et qui serait beaucoup plus en confiance, il pourrait vraiment exploser. Donc pareil que Diouf, je vais suivre sa canne de très près, parce que quand on regarde ses datas techniques, eh ben, c'est quasiment en vert dans toutes les statistiques très importantes pour un milieu central. Physiquement, il est aussi très présent sur le terrain. De toute façon, vous le voyez, c'est pas le milieu qui va parcourir le plus de distance, mais par contre, dans l'intensité, il répond vraiment présent. Et pareil que Diouf, je vous ai fait une comparaison entre cette saison à Monaco et la saison dernière. Bon, on voit clairement que la saison dernière, il était meilleur dans quasiment toutes les statistiques. Donc on est vraiment sur un joueur qui aussi souffre du contexte monégasque et qui a un peu plus de mal à exister dans ce contexte-là. Et pour continuer sur ce milieu de terrain, moi je vois bien une association Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Pourquoi? Je vous mets une comparaison des trois profils à l'écran. Je trouve que ce seraient des profils qui se compléteraient à la perfection et qui pourraient vraiment amener à avoir un milieu ultra complet, avec Pape Gueye un peu plus dans un rôle de numéro 6 sentinelle, Pape Sarr plus dans un rôle de numéro 8, assez à l'aise défensivement, très physique, et Lamine Camara plus dans un rôle même de 8-10, qui va énormément se projeter balle au pied avec sa qualité de dribble et sa qualité de passe. Je trouve que tu auras un milieu très complet. Alors je sais pas trop ce que va faire Papthio. Si vous êtes sénégalais et que vous suivez la sélection de très près, dites-moi ce qui risque d'arriver lors de cette CAN, mais moi je trouve que ce milieu à 3, il est vraiment très prometteur. Je sais que Lamine Camara est pas titulaire indiscutable, que Papthio aime bien notamment Mohamed Camara qui joue maintenant au Qatar, mais pour moi Lamine Camara, quand je le vois jouer, ce mec-là dans le milieu de terrain du Sénégal, il doit être titulaire indiscutable, il est beaucoup trop fort. Devant, on va évidemment retrouver la légende Sadio Mané, l'ailier de Al Nasser, pareil en Arabie Saoudite, donc on peut avoir des questions sur le joueur, mais là pour le coup, je vais vous mettre ces data techniques à l'écran. On est sur un joueur en Arabie Saoudite qui performe extrêmement bien, qui est toujours aussi complet, toujours aussi impactant sur le terrain. Alors forcément, il joue à Al Nasser, qui est quand même une équipe qui domine la plupart de ses matchs et qui a un effectif de très bonne qualité pour l'Arabie Saoudite. Mais là où c'est encore plus rassurant, c'est sur les données physiques. Vous voyez que sur les données physiques, un Sadio Mané est tout à fait capable de répondre à l'exigence d'un championnat comme l'Arabie Saoudite. Donc je pense qu'il a encore énormément à apporter au Sénégal. On a parlé de Mahrez dans la vidéo sur l'Algérie, je sais que ça a beaucoup fait parler au niveau des données physiques. Là, je trouve qu'un Sadio Mané, il y a quand même beaucoup moins de débats, et pour moi, c'est un joueur qui doit encore être titulaire au Sénégal et qui peut énormément apporter lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur l'aile droite, on risque très certainement d'avoir celui que j'ai nommé la révélation, Iliman Ndiaye, il est les droits d'Everton, qu'on a bien connu en Ligue 1 puisqu'il est passé par Marseille, là où ça a été un échec, mais il s'est très bien relancé en Angleterre, si bien qu'il fait de telles performances que je crois que certains gros clubs le suivent de très près, et ça se confirme par ses données techniques. On voit que c'est un joueur qui, en PL, dans une équipe comme Everton, il faut quand même remettre en contexte qu'il ne joue pas dans une équipe surdominante de PL, et il a quand même des statistiques techniques
très très intéressante. Il réalise un très bon début de saison. Au niveau physique, c'est forcément plus compliqué, mais de toute façon, je pense qu'on sait tous que Iliman Ndiaye n'est pas l'ailier le plus physique du monde, le plus rapide du monde, mais par contre, il brille par sa technique, par sa qualité de passe dans le dernier tiers. Et il risque d'y avoir justement un petit débat autour de qui doit jouer sur l'aile droite entre les deux anciens Marseillais, Iliman Ndiaye et Ismail Assar, qui jouent à Crystal Palace. Moi, je penche très largement pour Iliman Ndiaye, et quand je regarde une comparaison technique des deux joueurs cette saison en Première Ligue, bah, je trouve que ça le confirme. Là où Ismail Assar, franchement, fait pas une mauvaise saison avec Crystal Palace. En plus, je crois qu'il s'est blessé et qu'il est peut-être douteux pour la CAN, mais je ne sais pas s'il sera sélectionné. Mais en tout cas, Iliman Ndiaye, vu sa saison en Première Ligue, vu les performances qu'il fait à Everton, pour moi, il ne peut pas être autre chose que titulaire lors de cette CAN. Et enfin, en pointe de l'attaque, on va retrouver le buteur Nicolas Jackson qui évolue au Bayern Munich. Alors, assez compliqué d'analyser Nicolas Jackson parce que si on regarde uniquement ses datas techniques comme ça de manière brute, il a des datas techniques qui sont excellentes au Bayern Munich, mais il faut prendre en compte déjà qu'il joue au Bayern Munich, qui surdomine évidemment son championnat, mais surtout qu'il est souvent cantonné à des bouts de match, donc c'est forcément plus facile pour un remplaçant d'être impactant quand tu rentres en fin de match, que les défenses sont un peu fatiguées, qu'ils en ont très souvent pris déjà 3-4 avec le Bayern Munich et que les mecs sont démoralisés. Mais en tout cas, techniquement, il est forcément encore largement au niveau, même physiquement, pareil, toujours à prendre en contexte que c'est des bouts de match, donc c'est toujours compliqué d'évaluer le niveau physique d'un joueur. Mais en tout cas, pour tous ceux qui l'ont vu jouer, on peut remettre en question sa qualité de finition à Nicolas Jackson, mais en tout cas, il est encore largement capable de tenir son rang à la pointe de l'attaque. Et surtout, bah, quand on regarde la concurrence, je pense qu'il y a très peu de concurrence assez viable. Il y a Boulaïdia qui joue à la Lazio, mais bon, sa saison avec la Lazio à Boulaïdia est très compliquée. Je crois qu'il a mis qu'un seul but en championnat cette saison, alors que pourtant il joue beaucoup. Donc je pense que Nicolas Jackson va évidemment partir titulaire à la pointe de l'attaque, et je pense que c'est difficile de le remettre en question à cette position. Si on fait un petit point sur mon équipe type, je partirai donc sur un 4-3-3 avec une pointe basse au milieu de terrain, avec Edouard Mendy dans les cages, la charnière Niakate Koulibaly, Diouf sur le côté gauche, Diatta sur le côté droit, dont j'ai pas trop parlé parce que très honnêtement j'avais pas grand chose à dire sur le joueur, le milieu de terrain dont j'ai parlé précédemment avec la pointe basse Pape Gueye de Villarreal et le double pivot, donc qui n'est pas vraiment un double pivot mais avec plus Pape Matar dans un rôle de 8 box-to-box et Lamine Camara dans un rôle de 8-10, et enfin devant la triplette avec bien évidemment Sadio Mané indiscutable sur le côté gauche, Iliman Ndiaye qui réalise un bon début de saison avec Everton sur le côté droit et qui va devoir confirmer, et enfin Nicolas Jackson en pointe de l'attaque. Si vous êtes sénégalais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon équipe type, est-ce que vous auriez fait un ou deux changements, ou est-ce que vous êtes globalement d'accord avec ce que j'ai dit. En tout cas, quand on regarde l'équipe dans sa globalité, je trouve quand même qu'elle est très très intéressante, parce que pour moi, autant sur les points que j'ai fait sur l'Algérie et le Maroc, je trouvais que tu avais toujours un petit point faible dans l'équipe, là où l'avantage du Sénégal, c'est que t'as pas de grosses stars comme peut avoir le Maroc ou l'Algérie, mais par contre, pour moi, tu as un effectif ultra complet avec quasiment aucune faiblesse, et je pense que dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est peut-être quelque chose qui pourrait faire la différence et qui pourrait les amener très très loin dans la compétition. Et pour terminer, le traditionnel point sur le groupe du Sénégal et mon pronostic. Donc le groupe D sera composé du Sénégal avec la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Donc vous voyez des équipes qui historiquement réussissent plutôt bien au Sénégal, puisque la République démocratique du Congo, c'est 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite, le Bénin, 6 victoires, 2 nuls, et le Botswana, 2 victoires, 0 nuls, 0 défaite. Donc voilà, des bilans très positifs pour l'équipe du Sénégal face à ces équipes, et c'est justement ça qui me fait dire qu'au niveau de mon pronostic, alors je vois bien un petit match nul contre la République démocratique du Congo, mais une victoire contre le Bénin et contre le Botswana, qui permettra au Sénégal de finir premier de son groupe D, et après je vois le Sénégal vainqueur de la compétition avec un huitième de finale gagné contre le Burkina Faso, un quart contre le Mali, une demi-finale contre la Côte d'Ivoire et la grande finale contre le Nigeria. Donc je rappelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'arbre de la compétition, j'ai mis les résultats de tous les matchs que j'imagine, ça me donne la phase finale, et à partir de là j'ai fait mon pronostic. Donc oui, je vois le Sénégal remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc si vous êtes sénégalais, vous serez très certainement content de ce pronostic. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit lors de l'équipe type, je trouve que cette équipe du Sénégal a un effectif très qualitatif, très complet, sans gros points faibles, et dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, qui on sait est très exigeante, et il est très difficile de performer dans cette compétition, et très souvent les équipes favorites ont un peu de mal à percer. Le Sénégal en outsider, alors je sais que s'ils sont quand même dans les favoris, hein, mais je pense qu'on parle un peu moins d'eux que ce qu'on peut dire sur l'Algérie, le Maroc, même l'Égypte, ce genre d'équipe, et le Sénégal, je pense qu'ils peuvent faire très très mal lors de cette compétition. On arrive sur la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, comme d'habitude, n'oubliez pas les commentaires si vous voulez échanger, c'est toujours un plaisir de discuter football avec les gens dans les commentaires, donc n'hésitez pas, et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!